Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans Tour d'horizon, l'actualité de la semaine décryptée avec Badis Remissa, expert en relations internationales. Bonsoir Badis et merci d'être avec nous, ravi de te retrouver cette semaine. Bonsoir Nabila, heureux également de te retrouver et puis surtout de décrypter le monde, tout simplement, mais avec des mots concis, précis, pour qu'on puisse effectivement apporter des éclairages ensemble. Et cette semaine, Badis, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu une pluie de messages de chefs d'État du monde entier à l'occasion de la commémoration du 1er novembre, à l'instar du président français, le président iranien, sud-africain ou encore le président indien et bien d'autres encore. Badis, qu'est-ce que ces messages traduisent, selon toi, sur la position de l'Algérie sur la scène internationale? Effectivement, au-delà du message protocolaire qui est un hommage effectivement à l'occasion de la célébration de la guerre d'indépendance algérienne, qui au passage était, je dirais, une inspiration également par la suite à d'autres peuples opprimés de vouloir s'auto-affranchir et arracher leur indépendance, c'est aussi un message fort et un signal fort, à savoir ça consolide la stature notamment de l'Algérie, de la diplomatie algérienne, du président Abdelmadjid Tebboune dans le concert des grandes nations, à savoir c'est un pays pivot dirigé par un président visionnaire, un président réformateur, un président aussi qui privilégie le dialogue. Vous savez, là où certains pays exportent des armes, l'Algérie exporte le bon sens. Elle exporte effectivement la raison, elle exporte le débat, le dialogue. Et d'ailleurs, l'Algérie ne s'aligne avec personne, mais s'accorde justement sur les convergences, à savoir l'intérêt commun. Et c'est ce qui fait aujourd'hui la différence de l'Algérie, c'est ce qui fait la qualité de la diplomatie algérienne. Donc, ces hommages, ce sont tout simplement, je dirais, la symbolique qu'effectivement l'Algérie, aujourd'hui, est une grande nation dont on est fier, est une puissance régionale, encore une fois, au service de l'intérêt commun et au service de la paix. Et parmi ces messages, il y en a un qui a attiré mon attention, celui du pape Léon XIV, qui a livré un message stratégique, on va dire ça comme ça, Badis. Plus que stratégique, c'est une reconnaissance, disons, de quelqu'un quand même qui est un homme de paix. C'est quelqu'un qui, dans son message en substance, je n'ai pas l'exactitude des mots, mais en tout cas dans la rhétorique, avait rappelé, en demandant à Dieu justement de guider nos pas, nous, les Algériens, bâtisseurs de paix. Je C'est un pense que message c'est fort. lourd de symbolique, donc c'est lourd de sens, c'est que l'Algérie, effectivement, aujourd'hui, est considérée par les grandes nations, par le pape lui-même, comme un acteur, un pays, justement, acteur dans la question de la paix dans le monde. Cela signifie qu'effectivement, n'en déplaise à certaines mauvaises langues, que l'Algérie reste le réacteur notamment de cette paix tant voulue, mais pas que la paix, c'est-à-dire aussi d'un ordre mondial plus juste, plus équitable, dans lequel justement les peuples opprimés recouvrent leur liberté, leur indépendance. Et en parlant de diplomatie, Badis, à Alger, la réunion tripartite sur la Libye qui a réuni l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte, justement pour discuter des grands enjeux régionaux, dont le maintien de la stabilité et la sécurité à la frontière libyenne. On le rappelle également, le soutien au processus politique en Libye. Quel impact concret peut-on attendre sur la région après cette réunion? Alors, tout d'abord, il faut contextualiser. Pourquoi cette réunion qui se fait aujourd'hui à Alger, qui plus est, Alger qui devient le temps justement de cette tripartite, le cœur battant notamment de cette réconciliation tant attendue pour les frères libyens. Le temps aussi de comment reconsidérer cette équation, cette architecture sécuritaire commune dans l'Algérie et le fer de lance pour pouvoir effectivement apporter la paix dans les règles du bon voisinage, dans les règles aussi où, vous savez, les cataclysmes, les enjeux géopolitiques et géosécuritaires, nous le savons, dans le sud avec le Sahel, plus récemment avec le Mali, la Libye, effectivement, où elle est en proie, effectivement, à des projets de division. L'Algérie, aujourd'hui, comme chef de file diplomatique, aux côtés notamment des pays amis et des pays voisins, notamment, qui œuvrent ardemment, résolument à une stabilité plus pérenne. Mais pour cela, effectivement, nous avons besoin d'instaurer des contextes favorables. Et effectivement, vous l'avez dit, première condition sine qua non, c'est la réconciliation entre les frères libyens pour imposer ou pour insuffler, je dirais même, un dialogue constructif, et puis aller vers la solution politique à travers un agenda, un calendrier politique, des propositions notamment, peut-être couronnées par des élections que l'Algérie appelle de ses voeux depuis quelques années. Vous savez, l'Algérie, encore une fois, pourquoi je reviens sur pourquoi Alger aujourd'hui, Alger a été de tout temps un acteur notamment de solutions, un levier, un curseur de paix, un curseur de stabilité. Et c'est pourquoi aujourd'hui, juste au passage, puisque actualité oblige, les accords de 2015 d'Alger pour le Mali,
qui sont à ce jour des accords actifs, des accords applicables, qui sont toujours d'actualité et qui sont les plus pragmatiques, disons, comme feuille de route. Donc vous voyez bien qu'effectivement, avec nos frères égyptiens, tunisiens, il y a cette feuille de route qui a été proposée, dans laquelle il y a beaucoup de points pertinents, de points pragmatiques, de points faisables, je dirais, dans l'absolu et rapidement, à savoir, au-delà de la solution politique, c'est le développement, c'est le co-développement, c'est une architecture de sécurité commune et collective dans laquelle nous avons besoin effectivement. Parce que, vous savez, une Libye stable, c'est tout le continent africain qui est stable. C'est même le monde qui est stable. Je rappelle, et je reviens dans la chronologie de l'histoire, la chute de la Libye et l'assassinat de Kadhafi. Nous avons vu un cataclysme sécuritaire dans le monde, où d'ailleurs nous avons plus découvert à ce moment-là ce fameux terrorisme international avec l'émergence de Daesh. Donc vous voyez bien qu'effectivement, on se doit aujourd'hui, par conscience morale, par responsabilité, et d'ailleurs l'Algérie en fait partie, comme je disais, pour réfléchir ensemble. Et d'ailleurs l'un des points culminants et importants que l'Algérie propose dans le communiqué de clôture avec les pays amis, c'est d'interagir davantage avec la commission 5+5, oui. Vous savez, parce qu'on parle de rive sud de l'Europe, rive nord de l'Afrique, où on a besoin effectivement d'avoir une stabilité pérennisée. Complètement. Donc pour résumer le propos, on peut dire que l'Algérie aujourd'hui joue un rôle central dans la paix et la sécurité de la région. Plus que central, encore une fois, il est indispensable, il est vital aujourd'hui au vu effectivement des enjeux. Moi, je donne juste au passage, un petit élément important dans l'actualité très dynamique, notamment en matière de sécurité. Nous avons vu récemment un convoi de kérosène et d'essence, notamment en provenance de Libye, vers le Soudan pour apporter un soutien logistique aux forces de soutien rapide. Donc vous voyez bien qu'effectivement, on se doit aujourd'hui d'abord d'hermétiser les frontières libyennes, d'instaurer un dialogue libo-libyen. Pour faire simple, on doit réfléchir aujourd'hui à des solutions africaines pour les problèmes africains, y compris pour la sécurité africaine. Donc une Libye stable aujourd'hui commence par instaurer un dialogue entre les frères libyens, sans division, sans ingérence, une doxa très importante pour l'Algérie, donc le principe de non-ingérence effectivement, et surtout laisser les Libyens dessiner les... de leur avenir. Et dans le dossier sahraoui, Badis, on en parlait la semaine dernière, Stéphane de Mistura qui a clarifié cette semaine les positions justement sur la table des négociations. Il a notamment insisté sur la nécessité d'un processus politique inclusif et respectant les résolutions onusiennes, mais également garantissant un dialogue ouvert. Est-ce qu'aujourd'hui, cela change la dynamique des négociations ? Ce n'est pas qu'il change la dynamique, c'est qu'il instaure un pragmatisme, il instaure une vérité absolue, que d'ailleurs le Merzen a essayé d'occulter. La déclaration de Mistura qui sort de sa réserve et qui sort en fait du silence, on dit long sur justement une espèce de désaveu. Il a désavoué la propagande du Merzen. Il a complètement rétabli, je dirais, la réalité des choses, à savoir le droit international. Il n'a pas pris part aux côtés de l'Algérie ou d'autres acteurs de paix, notamment dans cette équation, mais plutôt il s'est retranché tout simplement au droit international et aux résolutions. Certains médias orientés voulaient nous absolument. La semaine dernière. Il a tout simplement clamé haut et fort les résolutions onusiennes que j'appelle fondatrices, et non pas la dernière qui était un peu sur mesure, les résolutions qui appellent effectivement à une solution acceptable par les deux États et qui, effectivement, englobe, je dirais, les deux parties en matière de réflexion. Et d'ailleurs, le Polisario, récemment, a déclaré qu'il était fin prêt à des négociations, mais encore une fois, des négociations constructives, des négociations respectueuses, qui respectent la vie du Sahara occidental et de facto du peuple sahraoui, qui quand même, je rappelle encore une fois qui veulent l'entendre, et notamment le Merzen, qui reste une dernière colonie de l'Afrique. C'est un dossier de décolonisation. Complètement, complètement. Et certains parlent de renforcer le statu quo. Est-ce que tu es d'accord ? Le statu quo, c'est peut-être bénéfique pour certains éléments perturbateurs, je dirais, qui ont des intérêts notables dans la région. Sauf que le statu quo aujourd'hui, encore une fois, je reviens sur les enjeux, parce que, vous savez, la géosécurité, c'est une équation globale dans laquelle nous avons besoin de considérer tous les éléments. Quand on parle du Sahara occidental, on parle aussi du Sahel. Quand on parle du Sahel, on parle de la Somalie, on parle de la Corne d'Afrique. Donc vous voyez qu'il y a cette région explosive, notamment, dont on a besoin effectivement de trouver des solutions. Donc le Sahara occidental aujourd'hui a besoin d'une solution, encore une fois, politique et non pas militaire, et a besoin d'un dialogue constructif
qui fait référence toujours ad vitam aeternam au droit international qui, lui, encore une fois, régit, et seul lui régit ce dossier. Et un autre dossier qu'on avait abordé la semaine dernière, on va parler des relations entre Alger et Paris avec un changement de position, on va dire. Certains appels cette semaine justement laissent entrevoir un possible réchauffement des relations bilatérales après les récentes déclarations, tu les as certainement suivies, de Jean-Noël Barrot ou encore Sébastien Lecornu. Quels sont selon toi, Bédis, les enjeux justement principaux derrière ces appels au rapprochement? D'abord des enjeux sécuritaires par excellence. Je rappelle que même pendant la crise aiguë, au cœur de la crise aiguë notamment entre Alger et Paris, les représentants de la Direction générale de sécurité extérieure, notamment côté français, se sont déplacés à Alger. Je reprends les déclarations de Laurent Nunez, qui est le ministre de l'Intérieur, fraîchement nommé, a déclaré qu'effectivement nous ne pouvons pas fermer la porte du dialogue et de la coopération sécuritaire avec Alger. C'était inconcevable, pour reprendre ces mots. Lecornu récemment effectivement a appelé à un dialogue et rétablir des chaînes de communication. Puis plus récemment, Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, effectivement, qui a rappelé qu'il n'y a pas que l'immigration, mais il y a aussi d'autres aspects économiques, sécuritaires. Sécuritaire pour la bonne et simple raison, n'oublions pas rapidement, parce que c'est tout un dossier profond, la France a été chassée de l'Afrique notamment, la France est aveugle notamment aujourd'hui sur le front du Sahel, et elle a besoin effectivement d'avoir un partenaire, comme elle l'a eu depuis des décennies. L'Algérie de tout temps a été un acteur important dans l'équation sécuritaire, que ce soit d'ailleurs avec la France, avec l'Europe, et y compris avec les États-Unis et l'Occident, puisque l'Algérie, encore une fois, conçoit d'abord le principe de non-ingérence, mais surtout aussi de disponibilité pour trouver des solutions toujours d'une manière pacifique. C'est très important. Donc la France a besoin aussi de cet aspect-là, comme d'autres aspects. N'oublions pas, accessoirement, que nous avons un trait d'union qui s'appelle notre diaspora algérienne, qui se compte par millions, qui a besoin effectivement considérable. On est à 6 millions ? On est un peu plus ? Peu ou prou, à peu près entre 5 et 6 millions, effectivement, qui était un chiffre considérable, mais aussi un levier important, notamment de développement, mais surtout de consolidation des relations bilatérales. Donc vous voyez qu'il y a un agrégat de plusieurs éléments qu'il faudra prendre en compte. Maintenant, moi, là où je veux peut-être pointer du doigt l'importance, mais surtout aussi que la France soit claire par rapport à cette inflexion notable, certes, pour instaurer un dialogue constructif, il faut éviter cette ambivalence. Je m'explique. Il faut qu'à un moment donné, les responsables politiques français, notamment de l'exécutif, à commencer pourquoi pas par le président Emmanuel Macron, de siffler la fin de la récréation. Puisque nous ne pouvons pas concevoir qu'il y a des appels, certes de bonne foi, positifs pour un dialogue constructif, et d'un autre côté, des mêmes membres de ce même exécutif appellent à des déclarations hostiles à l'intérêt algérien pour du braconnage électoral, pour des intérêts purement électoralistes. Donc à un moment donné, il faut s'aligner pour instaurer un dialogue. Côté Alger, bien évidemment, Alger est elle est importante, je dirais, pour elle de considérer ce dialogue, mais un dialogue qui doit être d'égal à égal, qui prend en considération le devoir mémoriel et qui surtout défend des perspectives d'intérêt commun dans lesquelles nous nous inscrivons dans un win-win. On dit souvent qu'il faut régler les histoires du passé pour avoir un avenir plus radieux. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui le dossier de la mémoire peut balancer du côté algérien si il y a des gestes du côté de la France, mais pas des gestes symboliques comme ça a été le cas toutes ces années? On rappelle qu'Emmanuel Macron, le candidat en 2017, avait déclaré ici à Alger qu'il fallait reconnaître les crimes contre l'humanité en Algérie et présenter publiquement des excuses officielles. Je pense que la question mémorielle et le devoir de mémoire du côté de l'Algérie doit être pris en compte côté français avec pragmatisme, avec lucidité, avec objectivité et surtout décorrélé de la politique, de l'équation politique. On ne peut pas instrumentaliser aujourd'hui, nous l'avons vu à travers l'extrême droite, à travers même d'autres partis qui sont en quête de voix électorale, d'aller pêcher justement dans l'histoire et dans la mémoire. Donc on doit laisser l'histoire aux historiens et on doit laisser cette tragédie mémorielle, puisque nous parlons, quand on parle de mémoire commune, on parle de mémoire de colonisation, des affres de la colonisation. Donc je pense qu'effectivement, tu l'as rappelé avec Emmanuel Macron notamment, avec ses déclarations, mais nous ne pouvons pas nous contenter de politique des petits pas, ce que j'appelle. Il faut aujourd'hui asseoir un dialogue franc,
je dirais, qui se base encore une fois et seulement sur les éléments historiques. Mais encore une fois, on est rattrapé, en tout cas la France, et l'équation, la classe politique et l'équation politique française, elle est à chaque fois rattrapée par son calendrier politique. Et sur la base des récentes déclarations, très brièvement, des ministres français à propos de l'Algérie, est-ce qu'on peut s'attendre à des visites officielles ou à de nouveaux partenariats économiques, stratégiques dans les mois à venir? J'ai la faiblesse de croire, en tout cas, au vu des déclarations. Ça a été annoncé, hein, que le ministre de l'Intérieur... Laurent Nunez, effectivement, qui avait évoqué qu'il a été peut-être invité par le ministre de l'Intérieur algérien. On n'a aucune confirmation. Aucune confirmation dans l'absolu, mais je pense qu'effectivement, rien n'est dû au hasard. C'est qu'il y a en tout cas un canal de dialogue. Encore une fois, je me persiste et signe, dans lequel l'Algérie impose une relation d'égal à égal et de respect, mais surtout aussi de perspective d'intérêt commun. Donc oui, il y a une inflexion, oui, il y a une dynamique positive, mais encore une fois, il faut l'aseptiser, notamment de l'extrême droite et de tout élément perturbateur qui souhaiterait effectivement instrumentaliser cette relation. Et on passe à toute autre chose. Bediz, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu lis beaucoup? Énormément. Des livres? Alors, par contre, moi, je suis passé l'application Kindle pour la lecture digitale. Ah bah voilà, C'est plus pratique. Tout le monde se met au digital, n'est-ce pas? Et tu n'es pas sans savoir que le Salon international du livre d'Alger a fermé ses portes hier. Avec un bilan riche, cette semaine, on parle de plus de 5 600 000 visiteurs pour ce salon. Un engouement donc notable. Bediz, quelles sont les tendances culturelles ou littéraires qui se dégagent de cette rencontre internationale selon toi? Tout d'abord, permets-moi de dire une chose, c'est un salon qui rivalise quand même avec les autres salons européens et occidentaux. Moi, je prends le salon du livre à Paris, à titre d'exemple, dont je ne rate pas, sauf vraiment force majeure. Et récemment, j'en rate beaucoup. C'est quasi 100, 000, 103 000 visiteurs. Francfort, par exemple, en Allemagne, on est dans les 100 000 également. On a 6 millions, comme tu viens de le dire, 4 millions en 2024. Alors, on parle de 5 600 000 bilans jusqu'à vendredi. Hein. Donc, on n'a pas les chiffres de samedi encore. Donc, ça doit sûrement dépasser les 6 millions. Au-delà des chiffres, c'est pour montrer aussi que notre société, la société algérienne, a soif de savoir, a soif de lecture, a soif effectivement de s'émanciper. Parce que lire, c'est s'émanciper. La lecture, c'est la nourriture du cerveau. Donc aujourd'hui, nous avons, et d'ailleurs, moi j'ai été hier pour m'imprégner un peu, j'ai regardé cette jeunesse un peu fougueuse, un peu, encore une fois, qui veut, au-delà de l'intellect, bien évidemment, c'est aussi s'imprégner, se mettre à jour, notamment sur les concepts qui soient technologiques, qui soient littéraires, puisque vous avez de tout. Et je pense que c'est au-delà du salon lui-même, c'est une reconnaissance effectivement de la diplomatie intellectuelle et culturelle de l'Algérie, puisque je rappelle que plusieurs stands internationaux y étaient présents, que ça réconforte le leadership culturel de l'Algérie sur le continent africain, mais surtout aussi c'est de bon augure pour dire qu'effectivement cette société est une société qui lit, donc c'est une société qui est immunisée. Et une autre distinction, cette fois-ci Alger qui se distingue cette semaine en figurant parmi le top 5 des villes mondiales pour le développement durable. Et ça, c'est selon l'ONU, c'est pas selon moi. Quelles initiatives concrètes ont permis à Alger, selon toi, Bediz Renissa, d'atteindre ce classement dans le top 5? C'est pas rien. Moi, ce que j'ai appelé des réformes urbaines silencieuses. C'est depuis des années où... Quand je dis Alger, à travers Alger, c'est toute l'Algérie. Donc, c'est une dynamique globale qui est aujourd'hui effectivement illustrée et incarnée par la capitale Alger. Et donc, il y a cette réforme urbaine qui, lentement mais sûrement, j'ai envie de vous dire, mais surtout récemment, qui a connu un bond significatif, d'ailleurs, qui a été reconnu par l'ONU elle-même. C'est pour dire qu'effectivement, il y a cette transformation urbaine. C'est de la gestion des déchets, c'est l'écologie, c'est l'écosystème dans lequel nous vivons, c'est l'urbanisation structurée et organisée, c'est le confort de vie, c'est les réseaux routiers. C'est tout cet aspect-là qui aujourd'hui est au cœur notamment du développement d'abord social et sociétal, puisque nous parlons comme client final le citoyen, donc c'est lui qui peut justement profiter de ses performances, puisqu'on peut parler de performances puisqu'on est dans le top 5, et on est fier de le dire, et c'est pas chauvin de le dire. Et encore une fois, c'est aussi une reconnaissance pour peut-être certains Algériens qui ne croient pas encore en leur pays, que l'Algérie, encore une fois, est dans le top des nations en toute matière confondue à ce top 5. Et c'est sur cette note objective et positive, on va dire ça comme ça, Bediz, que s'achève notre décryptage de la semaine. Merci de l'avoir décrypté avec moi, Bediz. Je te retrouve la semaine prochaine. Tu seras au rendez-vous. Avec plaisir. Et reste attentif à ce qui se passera la semaine prochaine. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.